Alors nous allons aborder la deuxième partie de notre rencontre. Et cette deuxième partie, comme on vous l'a déjà dit bien sûr, le titre que Yael a choisi, c'est l'affaire aux origines du sionisme, point d'interrogation. Le point d'interrogation est très important parce qu'effectivement on peut se poser la question et donc la question va être posée. Nous aurons Philippe Auriol qui n'est pas ici, mais nous avons un enregistrement. Philippe Auriol est un historien spécialiste de l'affaire Dreyfus, peut-être même le spécialiste le plus spécialiste qui soit aujourd'hui. Simon ou Simi Epstein, qui est à mes côtés et qui est professeur à l'Université de Jérusalem et qui a publié plusieurs ouvrages sur l'affaire et les suites de l'affaire, en particulier un aspect extrêmement intéressant, les Dreyfusards qui, par la suite, ont eu un destin très curieux. C'est-à-dire que souvent, ils sont devenus collaborateurs. Enfin, dans pas mal de cas. Collaborateurs pendant Vichy. Donc, quand même beaucoup plus tard, ils avaient particulièrement vieilli au moment de... Il y a quand même 40 ans entre l'affaire Dreyfus et... Plus de 40 ans entre l'affaire Dreyfus et l'occupation. Et Martine Leblond-Zola, que vous voyez ici, qui est arrière-petite-fille... Nous sommes avec les arrière-petits aujourd'hui. Arrière-petite-fille d'Émile Zola. Alors j'ai là aussi pour vous deux textes. D'abord le J'accuse d'Émile Zola, le facsimilé de son fameux article publié dans l'Aurore. Ça se détache, mais non, vous n'êtes pas coupable hein, si ça se détache. C'est déjà détaché. Je vous le passe là. Vous pouvez consulter. C'est assez émouvant. Et là, c'est un autre texte. C'est le même, mais c'est le J'accuse en hébreu, qui a été traduit l'année dernière seulement. Il y a une traduction en hébreu qui est sortie l'année dernière. Voilà. Anima Hashim. Voilà. Et je voudrais commencer par montrer un petit film qui est une sorte de digest d'une émission de la télévision israélienne il y a 23 ans. Il y a 23 ans, on a inauguré la statue de Dreyfus, boulevard Raspail. Elle avait, au préalable, elle avait été installée aux Tuileries, vous en souvenez peut-être. Et au préalable, il y avait eu un débat sur cette statue. Faut-il une statue ou pas? Et faut-il l'installer à l'école militaire? Au début, c'était cela. Le but était de la mettre à l'école militaire et il y a eu un débat à ce sujet. Bon, l'armée s'y est opposée, mais pas seulement l'armée. Beaucoup d'intellectuels juifs aussi ont considéré que c'était vraiment pas à faire, que c'était pas absolument indispensable d'humilier l'armée et de lui mettre Dreyfus là, comme ça, juste à l'endroit même où il avait été. On lui avait arraché ses. Comment? Oui, c'est ça. Et par conséquent, nous avons fait une émission à la télévision israélienne. Mon ami Michael Karpin a organisé une assez grande émission de plus d'une heure. Et dans le cadre de cette émission, j'étais parti pour Paris et j'avais filmé la cérémonie avec Chirac, avec l'auteur, avec l'artiste Tim Mittelberg, que vous allez voir pendant quelques secondes. Et ensuite, j'ai interviewé François Léotard, qui était ministre de la Défense. Pourquoi François Léotard? Parce que juste à ce moment-là, dans une revue de l'armée française, quelqu'un avait publié un article disant plus ou moins qu'on n'est pas sûr que Zola soit innocent. Hein? Comment? Que Dreyfus soit innocent. On n'était pas sûr. Oui, Zola non plus. Hein. Enfin, que Dreyfus soit innocent. Oui. Communément admis. C'est-à-dire que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et à ce moment-là, Léotard avait foutu à la porte le responsable de cet article, de ce journal. Donc je l'avais interviewé. Il y a aussi une prise de position intéressante du ministre de la Justice, futur ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, Badinter, l'homme qui a aboli la peine de mort en France, et qui dit quelque chose d'assez intéressant sur la communauté juive à l'époque. Et il y a aussi le docteur Lévy, qui est de la famille, hein, qui est le petit-fils de Dreyfus,
et qui dit quelque chose d'intéressant justement sur Dreyfus et le sionisme. Alors je vais vous passer ce petit film, ce digest que j'ai réalisé. En espérant que ça marche, parce qu'il y a un technicien qui est censé être là, mais je ne le vois pas. Bon. Je suppose que c'est comme ça. C'est fini l'affaire Dreyfus alors? Non, elle ne se terminera jamais. C'est ça en plus son honneur d'avoir été là pour donner une explication et représenter cette permanence de la lutte pour je sais pas, moi je suis pas technicien. l'égalité, pour la justice. L'antisémitisme a-t-il pour autant disparu? Non. Sur notre continent, en Allemagne, en Autriche ou ailleurs, des actes insupportables sont régulièrement commis. Je pense en particulier à la profanation de sépultures. Ici ou là, des groupuscules nostalgiques du nazisme relèvent la tête et glapissent le grand rabbin leur Sirat. slogan pervers. En France même, Oui, et l'ambassadeur le l'anglais. révisionnisme a trouvé ses héros, ses relais, preuve que quelques-uns sont toujours prêts à transformer, comme Dreyfus jadis, la victime en coupable. Non, la bête n'est toujours pas morte. Il y a un siècle, l'establishment voulut détruire un homme. Il y a un demi-siècle, le régime de Vichy fut objectivement complice d'un génocide. Ce n'est pas la même ampleur, mais c'est la même source du mal. Est-ce qu'il y a à votre sens une continuité, monsieur le ministre, entre l'affaire Dreyfus, le statut des Juifs en 1940 et les tentatives qui sont faites aujourd'hui pour minimiser le rôle du régime de Vichy? Oui, je pense que, en tout cas, entre l'affaire Dreyfus, qui témoignait d'un véritable sentiment dans une partie de la vie politique française et des citoyens français d'antisémitisme, et la guerre elle-même, puis ce qu'on a su à ce moment-là, et peut-être plus tard pour certains des camps de la Shoah, il y a certainement une continuité, sans aucun doute, et j'ai été de ceux qui ont le plus souffert de voir quelquefois, l'Église tarder à admettre sa part de responsabilité, et y compris dans la reconnaissance de l'État d'Israël. J'ai été de ceux qui en ont souffert parce que je crois qu'il fallait qu'on ait le courage, et il faut qu'on ait le courage de se pencher sur le fond culturel, en partie chrétien, de cette attitude. Alors précisément pour vous, dans votre vision personnelle des choses, vous venez d'un milieu relativement traditionnel, bourgeois, vous avez même été pendant un certain temps dans un monastère. Que représente pour vous cette affaire Dreyfus? Moi, j'ai toujours été, j'allais dire, insulté par l'affaire Dreyfus, parce que c'est une construction de l'injustice. Et ça, aucun républicain, moi je me sens républicain, aucun homme attaché à l'image de son pays ne peut accepter ça sans un mouvement de recul. Donc j'ai été très très touché par cette affaire, comme aussi par les lois anti-juives et la partie la plus affreuse de notre histoire entre 1940 et 1944 avec Vichy. Tout ça me semble des moments noirs de l'histoire de la France qu'il faut avoir le courage de regarder. Dieu merci, il y a beaucoup d'autres moments plus glorieux, généreux, ouverts et chaleureux, mais ces deux moments, pour ne prendre que ces deux-là, sont des moments que les Français doivent regarder en face et dans les écoles pour faire en sorte qu'il y ait une pédagogie de l'erreur et une pédagogie du dévoiement. Je crois qu'aucun grand pays ne peut avoir une mémoire sélective. Et là, il faut que nous ayons la totalité de notre mémoire, les jours de gloire et de lumière, et puis les jours sombres, les jours de nuit, qui ont été aussi des jours français. Bon, chaque pays a ça dans son histoire, dans son patrimoine, chacun, comme chaque individu. Et à ne pas faire cette vérité-là, à mon avis, on ne progresse pas. Vous nous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, que l'armée en France avait totalement évacué toute tentation d'antisémitisme, mais il semble quand même que cette armée ait du mal à digérer l'affaire Dreyfus. Vous avez dû vous-même récemment sanctionner un officier supérieur qui mettait en doute l'innocence d'Alfred Dreyfus. Je voulais justement qu'on montre par un geste, si vous voulez, simple et clair et rapide, qu'il n'y avait pas de complaisance vis-à-vis de thèses de cette nature. Or, ça pouvait le laisser entendre. Mais laisser entendre que cette affaire n'était pas
réglé au plan du droit et au plan de la morale, c'était très grave. Alors je crois que il ne faut pas mettre sur les épaules d'un seul homme tous les péchés du monde, mais il était important par contre que moi, ayant une responsabilité politique, je puisse montrer qu'il n'y avait aucune complaisance vis-à-vis de ces analyses-là, aucune. Ça a été fait et le message est très bien passé. Bon, mais c'est pas un homme. J'ai 600 000 personnes sous mon autorité et à l'extrême, je ne dis pas que cet homme était lui-même tenté par des thèses de cette nature, certainement pas. Mais on pouvait le penser. Et c'est à moi de mettre de l'ordre dans ma maison. Du côté des institutions juives, C'est Benater. elles profilent bas tout au long de l'affaire. Individuellement, nous en reparlerons, des lions. Collectivement, je n'ose utiliser l'adjectif que j'ai en tête, mais quelle complaisance, quelle soumission. Ce n'est pas un refus de courage. Freud aurait à la même époque qualifié ça de castration. Ils s'étaient castrés, nos Israélites français, de peur de passer pour solidaires d'un homme dont au début ils pouvaient penser qu'il était coupable, et de toute façon ensuite, en se disant qu'il n'y avait que des coups à prendre, à voler dans cette terrible mêlée politique. Et sur ce point, le hasard, qui chacun sait fournit toujours l'historien, m'a fait trouver, alors il y a 4 jours de cela, une lettre complètement inconnue, un manuscrit de Clémenceau qui est écrit en 1899 à un ami et qui lui dit ceci: je vois principalement contre les solutions de justice 2 catégories d'hommes. Les faussaires mélinistes, qui sont des républicains, suivis de leurs acolytes antisémites, et les gros juifs qui craignent de recevoir des coups dans la bataille de la justice et de la liberté. Et c'est Clémenceau qui écrit, et nous sommes en 1899. Il les met à cet égard dans leur comportement sur le même plan, et c'est destiné à un ami comme lui, Dreyfusard. Par conséquent, le cœur se serre en regardant ces comportements. Pas une délibération du consistoire où se regroupait l'ensemble de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'establishment israélite, pas une motion votée de la timidité, pour ne pas dire autre chose. Oui, d'accord. Ah, ce n'est pas non plus la meilleure page de notre histoire, je veux dire celle-là communautaire. Survie a été héroïque. C'est le et a petit-fils. joué un rôle capital dans l'affaire, car sans cette survie de Dreyfus, il n'y aurait pas eu cet extraordinaire spectacle du réveil des consciences, de la conversion des consciences. Mais j'en ferai plutôt un témoin qu'un héros. Un témoin, c'est-à-dire celui qui dit non, non au pouvoir, non aux institutions quand elles sont injustes, et qui oblige ses compatriotes, ses contemporains, à faire une espèce d'examen de conscience. Je crois que là, il a joué un rôle absolument capital. Mais héros, je ne sais pas. J'ai l'impression que l'affaire Dreyfus, pour lui, ça a été un accident de l'histoire. C'est pas quelque chose qu'il a cherché. Il n'est pas allé au-devant. Un héros, c'est quelqu'un qui va plutôt au-devant. Mais il l'a subi et affronté avec un héroïsme, il n'y a pas d'autre mot, extraordinaire. Il n'y a pas eu de tentation sioniste dans la famille? Absolument pas. Alors là, je crois que entre Herzl et Dreyfus, c'est une des questions que j'ai posées souvent. Est-ce qu'il y avait eu un contact, ne serait-ce qu'épistolaire, entre ces deux hommes? Alors là, je crois que c'était le fossé total. L'idée pour un patriote comme Dreyfus de quitter son pays et d'aller en Israël, c'était une idée qui ne lui venait pas à l'esprit. Bien, ben, je crois que nous avons là la transition, puisque c'est notre sujet, c'est en tout cas la question que nous avons posée, le rapport entre l'affaire Dreyfus et le sionisme. On attribue, la légende veut que Herzl ait assisté à la dégradation. Donc bonjour, désolé déjà pour commencer de ne pas être avec vous. Et j'ai proposé donc à Yael soit de faire une petite vidéo comme ça, soit qu'on puisse le faire en Skype ou en Hangout, mais c'était un
C'est la contribution de Philippe Auriol que nous allons voir dans un instant. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que la légende israélienne, en tout cas, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles israéliennes, c'est qu'après la dégrádation de Dreyfus, Herzl est rentré à son hôtel et a écrit l'État juif. Enfin, l'État des Juifs. Vous savez que le titre du livre n'est pas l'État juif, mais Judenstaat, l'État des Juifs. Un des spécialistes israéliens de l'affaire, biographe de Herzl, Shlomo Avineri, un professeur de l'université de Jérusalem, sciences politiques, relations internationales, écrit dans sa biographie de Herzl que c'est une simple légende. En fait, Herzl était persuadé, comme tout le monde, à Paris, que Dreyfus était un traître. Il n'y avait pas de raison de penser le contraire, puisqu'il avait été condamné par la justice. Et pourquoi ne pas faire confiance à la justice? Et par conséquent, il écrit à son journal le Neue Freie Presse, son journal de Vienne, que, il ne parle même pas de rumeur, il dit que c'est un fait, que le capitaine avait eu des dettes de jeu. Des choses totalement fausses, mais simplement avec des dettes de jeu, et à cause de ces dettes de jeu, il avait vendu des secrets à l'Allemagne. Bon, ensuite, il voit la dégradation, et il rencontre à son journal de ce que les gens qui sont massés derrière les grilles, quels sont les cris qu'ils poussent. Alors nous savons que les cris ont été « mort aux traîtres, mort aux juifs »,« mort aux traîtres, mort aux juifs ». Le Neue Freie Presse est un journal qui est possédé par une famille juive. Et Herzl n'a aucun scrupule à parler d'antisémitisme. Eh bien, lorsqu'il traite de la dégradation, lorsqu'il envoie son article sur la dégradation, il écrit ceci. Et la foule criait « mort aux traîtres ». Et voilà, c'est tout. Il n'écrit pas « mort aux juifs ». Il n'en fait pas mention. Il s'en est pas rendu compte, peut-être si, mais peut-être ne pense-t-il pas que c'est nécessaire d'ajouter cela. Disons peut-être que cela va de soi aux yeux de Herzl. En tout cas, il n'y a donc pas de rapport de cause à effet entre l'affaire Dreyfus et le sionisme. Par la suite, oui. Par la suite, quelques années plus tard, Herzl écrit dans un de ses articles « Oui, ça m'a beaucoup bouleversé, etc. » Et ça m'a confirmé dans cette idée que j'avais qu'il faut absolument, pour régler la question juive, comme on disait à l'époque, une solution nationale, c'est-à-dire un État pour le peuple juif. Un autre point intéressant, cela a un rapport avec ce que disait tout à l'heure M. Badinter, je dis monsieur puisqu'il est encore parmi nous, c'est une déclaration faite par le député Naquet à la Chambre. Vous savez que le député Naquet était un juif du comtat venessin, d'Avignon, et il est très connu encore aujourd'hui puisque c'est la loi sur le divorce s'appelait la loi Naquet. C'est lui qui avait proposé la loi sur le divorce. Il n'y avait pas de divorce en France jusqu'à la Troisième République. Il avait proposé... C'était un ami de Victor Hugo. J'ai remarqué, j'ai lu récemment les choses vues de Victor Hugo. Il est souvent question de Naquet. J'ai dîné avec Naquet, etc. On a un personnage important. Et à la Chambre, que dit-il, Naquet? Il dit, mais qu'est-ce que vous avez là? Nous avons un juif qui est un traître, bon, d'accord, mais... Pourquoi est-ce que vous parlez toujours de ce traître alors qu'il y a tellement de juifs qui ont fait des choses formidables pour la République? Vous connaissez cet argument? Vous connaissez, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous entendons encore. Pourquoi attaquez-vous les juifs en général à cause d'un juif qui a péché alors qu'il y a tellement de juifs qui ont fait des choses formidables? C'est curieux que cette thématique revienne, enfin elle date finalement des débuts du christianisme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous attaquez les juifs pour un crime qu'ils auraient commis d'une manière collective, alors que les juifs ont une contribution importante à la civilisation occidentale. Voilà ce que je voulais dire uniquement pour lancer le débat, et nous allons continuer par les propos de Philippe Auriol, et ensuite je passe la parole bien sûr à nos deux autres invités. Alors écoutons Philippe Auriol, c'est assez long. Alors nous n'allons pas tout passer, nous allons passer à peu près un quart d'heure. Donc nous allons avoir maintenant une sorte de petite conférence de Philippe Auriol sur l'affaire Dreyfus. Et je découvre que j'ai des talents de technicien. Un peu compliqué de faire ça parce qu'on ne sait pas du tout si la connexion sera bonne.
Donc désolé de ne pas être là, en fait, il était prévu que je vienne et puis j'ai préféré ne pas venir au dernier moment parce que mon épouse attend et moi aussi d'ailleurs, parce qu'on est deux dans l'affaire, on attend un enfant et il est possible en fait qu'il soit en train de naître là au moment où vous écouterez cette vidéo. Donc voilà, donc je suis content pour ça de ne pas être là et en même temps je le regrette parce que c'est toujours un vrai plaisir de venir en Israël, surtout à cette occasion très particulière qui est l'inauguration, et bravo à Yael pour son travail, de la superbe statue de Tim à Tel Aviv, et aussi pour cette journée qui était l'occasion de rencontrer des gens que je ne connais pas et que j'avais envie de connaître, et surtout de revoir un certain nombre d'amis, dont Simon. Je t'embrasse Simon, et voilà. Donc l'idée c'était de faire une table ronde, c'est un peu compliqué de faire une table ronde en enregistrement pour moi, donc j'ai proposé quelque chose, c'est de faire une sorte de petite communication Luc, j'ai voulu très très courte. Ça allait déjà pour commencer de ne pas être avec vous, et j'ai proposé donc à Yael soit de faire une petite vidéo comme ça, soit qu'on puisse le faire en Skype ou en Hangout, mais c'était un peu compliqué de faire ça parce qu'on ne sait pas du tout si la connexion sera bonne. Donc désolé de ne pas être là, en fait, il était prévu que je vienne et puis j'ai préféré ne pas venir au dernier moment parce que mon épouse attend et moi aussi d'ailleurs, parce qu'on est deux dans l'affaire, on attend un enfant et il est possible en fait qu'il soit en train de naître là au moment où vous écouterez cette vidéo. Donc voilà, donc je suis content pour ça de ne pas être là et en même temps je le regrette parce que c'est toujours un vrai plaisir de venir en Israël, surtout à cette occasion très particulière qui est l'inauguration, et bravo à Yael pour son travail, de la superbe statue de Tim à Tel Aviv, et aussi pour cette journée qui était l'occasion de rencontrer des gens que je ne connais pas et que j'avais envie de connaître, et surtout de revoir un certain nombre d'amis, dont Simon. Je t'embrasse Simon, et voilà. Donc l'idée c'était de faire une table ronde, c'est un peu compliqué de faire une table ronde en enregistrement pour moi, donc j'ai proposé quelque chose, c'est de faire une sorte de petite communication Luc, j'ai voulu très très courte, sur le sujet que je devais traiter, et le sujet que je devais traiter c'est le début du sionisme en France, donc si vous le permettez, je regarderai mon écran assez souvent parce que c'est une communication écrite que je vais donc vous lire, mais rassurez-vous, ça ne sera pas long. Donc, sans doute, tout le monde se souvient du livre de Michael Marus qui s'appelle « Les Juifs de France à l'époque de l'affaire Dreyfus », et qui est un livre important et sans doute pionnier dans la mesure où il était le premier à véritablement traiter le sujet qui constituait son titre, mais surtout parce qu'au-delà de cette réalité, il était la première grande étude sur ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler le franco-judaïsme. On se souvient aussi, mais sans doute le lecteur israélien le sait moins, parce que je pense qu'il a lu le livre de Marus soit en anglais, soit en hébreu, c'est la polémique qu'il y eut à ce moment-là et la critique en fait qu'opposa à Marus son préfacier français, le grand historien Pierre Vidal-Naquet, qui lui reprochait d'avoir une conception tragique et non historique de l'histoire. La critique était certes recevable, comme l'était tout autant celle relative à la confusion que pouvait faire Marus entre sionisme et nationalisme juif, qui ne sont effectivement deux choses qui sont très très liées, mais qui ne sont pas les mêmes. Mais la vraie critique, en fait, qu'on aurait dû faire à ce moment-là à ce livre, et que ne fait pas Pierre Vidal-Naquet, était ailleurs. En intitulant son dernier chapitre « La révolution sioniste », Marus commettait une double erreur historique, celle habituellement commise et récurrente depuis d'ailleurs, de dater l'acte de naissance du sionisme en 1895, au jour de la dégradation de Dreyfus, et celle de laisser entendre que le sionisme marqua, à ce moment précis, un bouleversement pour les Juifs français. Or, comme nous allons le voir, et comme en réponse Philippe Ephraim Landau intitula un chapitre de son « L'opinion juive et l'affaire Dreyfus », la révolution sioniste n'eut pas lieu et fut en tout point, pour reprendre les termes d'un autre auteur, Catherine Nicot, une rencontre manquée. Alors la mémoire a conservé ce fait, c'est en assistant à la dégradation, ou en tout cas ce serait en assistant à la dégradation de Dreyfus, que bouleversé par les cris de mort aux Juifs, j'invite d'ailleurs toujours, en entendant ça, à réfléchir sur une chose, mort aux Juifs, singulier ou pluriel. Est-ce que en fait, le mort aux Juifs s'adressait aux traîtres dégradés ou est-ce que le mort aux Juifs s'adressait aux Juifs dans leur ensemble? Theodor Herzl, bourgeois juif viennois assimilé, correspondant en France de la Neue Freie Presse, aurait eu une révélation.
Rentrant à son hôtel, il se serait mis à noircir le papier fébrilement des principes d'un projet d'une grandeur infinie, celui de créer un État pour les Juifs, der Judenstaat, selon le titre de la brochure qu'il publiera en février 1896 et que le lectorat français découvrira en décembre 1996 et en janvier 1997. Cette vision, somme toute, très chrétienne du chemin parcouru par Herzl, comme le dit avec beaucoup de justesse Claude Klein, qui est un des traducteur en fait du texte d'Herzl, a sans doute le mérite de servir la légende, et Herzl lui-même d'ailleurs l'a accrédité, cette légende, dans un article qu'il a fait en 1899, mais ne correspond en rien à la réalité. La dégradation de Dreyfus, à laquelle Herzl assista en effet, fut pour lui la confirmation de la nécessité qu'il y avait à agir. Elle fut une révélation, certainement, cette dégradation, mais une révélation uniquement au sens photographique du terme. Car non seulement, ainsi que l'a prouvé George Isaac Weiss dans un livre important, Herzl n'avait jamais été inconscient de sa judéité et de la nécessité qu'il y avait d'agir pour son peuple, mais encore il était à ce moment si peu indifférent à la question que quelque temps avant l'affaire, il avait commencé à écrire une pièce qui vivait en lui, comme il le dit, depuis si longtemps et si intensément, une pièce qui deviendra le nouveau ghetto et qui en constitue, pour ainsi dire en palimpseste, la première réflexion. C'est en août 1897, dans la perspective du premier congrès sioniste qui devait s'ouvrir à Bâle, que la presse française quotidienne s'intéressa pour la première fois au sionisme. Si on s'en serait douté, l'antisémite libre parole put trouver le projet, je cite la libre parole, séduisant pour nous, on se doute bien pourquoi, les autres titres demeurèrent circonspects et, quand ils étaient républicains, regrettaient que certains des enfants de la République puissent ainsi songer à quitter la France. Du côté des Israélites, et on sera, en utilisant ce mot, tout à fait exact en le préférant à celui de juifs français, l'opposition fut tout à fait unanime, et Catherine Nico peut parler tour à tour pour qualifier la réception du sionisme dans les milieux israélites d'hostilité déclarée et de curiosité insignifiante. Hostilité déclarée, curiosité insignifiante et amusement aussi, le plus souvent. Cela à l'image de cet article d'Émile Baird, qui fut publié dans le Figaro du 4 septembre, article dans lequel le journaliste écrivait à propos du, je le cite, « nouveau parti qui venait de se créer ». Si vous le permettez, une seconde, il faut que je boive. Le sionisme, donc je cite Baird, ne riait pas, s'est donné pour programme la reconstitution du royaume de Juda. L'invention est due à un petit groupe d'Israélites spirituels et irascibles qui ont rêvé de jouer aux antisémites du monde entier la farce de s'en aller. J'entends de s'en aller de partout, de déserter les insuffisantes patries où la sécurité des consciences et des intérêts juifs semblent désormais en péril, et de se donner rendez-vous, à l'abri des malveillances et des haines, en quelques coins vacants de Palestine ou d'ailleurs, où l'antique patrie juive serait, au profit de ces émigrants, recréée. Et Baird, à la suite de son article, informait ses lecteurs de ce qu'il nommait les journaux spéciaux, traitait, je le cite, du même ton méprisant ou narquois, la réunion du congrès de Bâle. Il écrit « Les archives israélites n'y voient qu'une parlotte sans intérêt ni portée, et l'univers israélite qualifie le projet de puéril. » Émancipés, assimilés, les Israélites n'avaient pas abandonné le judaïsme, ou plus exactement, comme le précise encore Catherine Nico, les valeurs morales juives qu'ils ne voulaient alors considérer que pour leur conformité, que pour la conformité qui était la leur, avec les principes universalistes d'une république identifiée à la France. Pour eux, et pour cela, il n'existait plus qu'une seule patrie, celle qui depuis, comme dira plus tard Bernard Lazare, le coup de tonnerre de 1791 leur avait donné la nationalité française, et si certains pouvaient porter leur critique essentiellement sur la chimère que pouvait représenter un tel projet, ainsi que le développera par exemple le grand rabbin Dreyfus, la plupart, Dreyfus avec 2 S, la plupart posaient la question de la fidélité à la France. Dès 1995, Herzl, quand il avait rencontré, dans le but de trouver des appuis, quelques grandes figures israélites parisiennes, avait pu prendre la mesure de cette réalité. Le grand rabbin Zadok Khan lui avait ainsi fait part de cette évidence que si en effet il pouvait, lui, se considérer comme sioniste, le patriotisme français, lui avait-il dit, avait aussi ses exigences. C'est ce qu'avec une grande fermeté, Meyer Lambert, rabbin et philologue, un des traducteurs français du Sefer Yetzira, avait écrit dès septembre 1897 dans l'univers israélite, je le cite, « Tous les Israélites du monde se rendraient dans la nouvelle Judée, abandonnant le pays où leurs ancêtres ont vécu depuis des siècles et laissant pour contre leur titre de citoyen français, anglais ou allemand.
Si donc le mouvement sioniste se borne à favoriser la colonisation en Palestine en y attirant ceux qui n'ont pas de patrie, il aura toutes nos sympathies. Mais nous, Israélites français, nous avons une patrie et nous entendons la garder. Et en réponse à Jean Bourdeau, qui dans le journal des débats signalait ce retour, je le cite, de patriotisme des sionistes pour leur patrie ancestrale, un Israélite alsacien, J. Lambert, alors s'agit-il de Meyer Lambert, en fait j'arrive pas à débrouiller cette affaire, avait écrit une lettre au journal pour affirmer sa fidélité à la France et l'impossibilité qui ne pouvait qu'être celle des Israélites de souscrire au sionisme. Pourquoi nous, Alsaciens lorrains, avons-nous abandonné le sol de la patrie, donc après l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine par l'Allemagne après 1970 ? L'Allemagne nous offrait pourtant les mêmes droits qu'à ses nationaux, et nos intérêts matériels devaient nous retenir. Pourtant, nous avons préféré la France vaincue à l'Allemagne victorieuse, parce qu'aucun intérêt particulier ne peut être mis en balance avec l'amour de la patrie. Sont-ce des sentiments analogues que les Israélites éprouvent pour la Terre Sainte ? En aucune façon. L'immense majorité des Israélites, l'unanimité des Israélites français, ne veut entendre parler à aucun prix de sionisme. Nous avons une patrie que nous aimons exactement comme nos compatriotes, nous ne saurions en avoir deux. Beaucoup, comme Lambert, et cela surtout dans les circonstances douloureuses comme il l'écrit que nous traversons, donc à savoir l'affaire Dreyfus, affirmaient ne pas se reconnaître le droit de laisser croire au prétendu réveil d'une soi-disant nationalité juive ou, avec Joseph Reinach, que les Juifs constitueraient une nationalité spéciale. Reinach écrit « La patrie française que la Révolution a donnée aux Juifs, les antisémites ne le leur arracheront pas et les sionistes de Bâle ne détermineront aucun Juif français à y renoncer. » Et Edmond Goucho, de surenchérir, l'idée d'établir au seuil du XXe siècle un royaume à Jérusalem me paraît un anachronisme inexcusable. Pour les Juifs français, ce serait un crime véritable, un crime de lèse-patrie. Herzl avait compris, nous le disions, lors de sa rencontre avec les Israélites français, qu'il se heurtait à un trop important obstacle. Il comprenait que l'œuvre palestinophile de Rothschild et du baron de Hirsch n'était ni de la charité ni de la justice, mais n'était motivée que par un but défensif, comme il l'écrit dans son journal, éviter l'émigration des Juifs en France, la détourner vers d'autres contrées. Il écrit encore « Les Français israélites, si cela existe vraiment, ne sont pas des Juifs et notre cause ne les concerne pas. » Cette question de la persistance de la nation juive, du sentiment de nationalité juive, la reconnaissance de sa réalité et sa prise en considération constituaient pour ainsi dire le prérequis pour que soit envisageable le sionisme. C'est pour cela que dès 1894, un homme comme Bernard Lazare avait pu attirer l'attention de quelques-uns de ceux qui, avant Herzl, travaillaient au relèvement moral des Juifs dispersés et réclamaient pour cela, je cite Erhadaam, le nationalisme avec la colonisation, mais avant elle. Lazare avait été pourtant un des porte-voix de cet israélitisme et probablement un des plus radicaux, appelant ses coreligionnaires à rejeter toute particularité et tout particularisme, à ceux, comme il l'écrit, fondre dans le flot de la nation, et à refuser toute solidarité avec le juif émigrant des pays de l'Est, Russie, Roumanie, Galicie, qu'il considérait comme des Tartares prédateurs, des descendants de Huns. C'est assurément en pensant à lui que Max Nordau avait fait ce portrait de l'Israélite français dans une réponse qu'il fera plus tard, en 1899, au journaliste et grand Dreyfusard Yves Guyot. Évidemment, écrit Nordau, les Juifs privilégiés peuvent se détacher de leur race, la renier, repousser toute solidarité avec leurs frères torturés et dire en ricanant « Que me chaud un Juif polonais, roumain, marocain, à moi, fier français, allemand orgueilleux, anglais superbe, raca. Je ne connais pas ce vagabond barbare. » C'est là à peu près ce que disent avec un accord parfait et les plus hauts et puissants barons de la finance juive et les beaux esprits esthètes, symbolistes et mystiques de ma race. Pourtant, l'essai sur l'antisémitisme publié en 1994 par Lazare, donc quelques mois avant que la folie ne s'emparât de la presse au sujet de l'affaire de trahison du capitaine Dreyfus, tout en considérant que les causes de l'antisémitisme résidaient, je cite Lazare, en Israël même, avait, comme l'écrira avec justesse Edmond Flegg, le sionisme comme conclusion logique. Il y était en effet développé cette idée de la persistance des Juifs comme nation. Abraham Ludwig-Paul, découvrant l'ouvrage et son auteur, avait alors écrit plein d'espoir et d'enthousiasme à son maître Erhadaam, dont il essayait de faire connaître et de diffuser la pensée à Paris. Cher ami, j'ai fait il y a une 8aine de jours la connaissance de M. Bernard Lazare, dont le livre « L'antisémitisme » a été très discuté par la presse. Bernard Lazare est juif,
Et tout en étant cosmopolite et révolutionnaire, il a pourtant reconnu dans son livre que le judaïsme n'est que nationalité, qui, à son avis, disparaîtra, ou plutôt doit disparaître avec toutes les nationalités européennes ou autres. Désolé une seconde. En parlant à Bernard Lazare de votre idée, je suis arrivé à lui faire avouer qu'elle vaut la peine d'être connue des Européens. Je lui ai parlé, entre autres choses, de vos articles, en ajoutant que vous vous proposez de les réunir prochainement en un volume. Il m'a alors dit que ce serait une belle occasion de réaliser mon idée, et voici ce qu'il vient de me proposer à ce sujet. Il parlera à Kalman Levy, l'éditeur bien connu, dont le nom ne doit pas vous être étranger. Il tâchera de le décider à publier la traduction de votre livre. À l'occasion de cette publication, Bernard Lazare fera un article dans la Revue de Paris avec lequel il a des attaches littéraires. Dans cet article, en prenant pour base vos théories, il exposera longuement les idées nationales, les espérances et les aspirations des Juifs russes. Bien entendu, cet article sera en même temps une réclame pour faire monter la vente du livre. J'espère même que les attaches littéraires de Bernard Lazare lui permettront de faire parler du livre dans une certaine partie, et non la moins importante, de la presse parisienne. Bernard Lazare est rédacteur à l'Écho de Paris et a longtemps collaboré même au Figaro, où il a acquis une certaine popularité. L'affaire demeurera sans suite, comme demeurèrent sans suite 2 ans plus tard les projets qui étaient ceux de Bernard Lazare de diffuser le Judenstaat d'Herzl en France. Lazare et Herzl s'étaient rencontrés et Herzl avait proposé à Lazare, projet sans suite une nouvelle fois, d'être le rédacteur en chef du journal français auquel il songeait pour, comme le dit Herzl, faire la politique des Juifs. Lazare, nationaliste juif avant d'être sioniste, mais naturellement un nationalisme qui est un nationalisme qui n'est pas du tout réducteur et qui ne met pas les gens les uns contre les autres, mais qui essaye simplement de retrouver en fait tout ce qui fonde l'âme commune d'un peuple à travers son histoire, sa langue, etc. etc. Donc Lazare sera rédacteur en chef en 1897 de la partie française d'une revue berlinoise Zion et une plume importante à la suite de revues sionistes que seront Kadima, Le Flambeau, puis l'éco-sioniste. Il se ralliera finalement au sionisme herzlien parce que le projet était porteur d'espoir et que l'espoir était devenu une nécessité. Il écrit ainsi « Le sionisme en France n'existe pas. Et si je suis sioniste, ce n'est pas à cause des 100 000 juifs de France, mais à cause des millions... » Donc bonjour, et j'ai proposé donc à Yael soit de faire une petite vidéo comme ça, soit qu'on puisse le faire en Skype ou en Hangout, mais c'était un peu compliqué de faire ça parce qu'on ne sait pas du tout si la connexion sera bonne. Je suis désolé, j'aurais bien écouté jusqu'au bout, mais on ne peut pas passer une demi-heure comme ça. Alors, c'est très intéressant tout ce qu'il a dit, mais je voudrais que mon ami Simi Epstein réagisse d'abord à ce que nous venons d'entendre, et aussi aux propos que nous avons vus dans le petit digeste que j'ai passé tout à l'heure, notamment les propos de Badinter. Oui, Emmanuel, si tu le permets, ça marche ? Oui. Je voudrais d'abord dire mon émotion devant ce qui a été fait et ce qui a été fait par Yael. C'est à la fois important sur le plan pédagogique, c'est important aussi sur le plan symbolique. Dreyfus a sa place à Paris et il a aussi sa place chez nous ici. C'est clair, tout le monde comprend pourquoi. Sa fidélité était française, son destin est juif, sa communauté était juive, il ne l'a jamais renié d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus. Il a sa place là-bas, il a sa place ici, et encore une fois, bravo pour tous ceux qui ont fait ce travail, et bravo Yael. Quelques mots sur Dreyfus maintenant. Dreyfus a été calomnié par tous les antisémites, on a raconté sur lui des choses absolument monstrueuses et effroyables. Il n'a pas été aimé par les Dreyfusards et il n'a pas été aimé par les Juifs. Il n'a pas été aimé par les Dreyfusards, j'en dirai peut-être quelques mots après. Et la vraie raison, c'est que, et Reynac l'a dit d'une manière absolument claire et nette, il fallait un acteur et c'était un soldat. C'est-à-dire, c'était un soldat, c'était pas un agitateur révolutionnaire qui aurait fait un discours à la gloire du prolétariat. Là, la gauche l'aurait adoré. C'était pas un rabbin qui aurait dit, au moment où il était confronté à ses juges au deuxième procès, au procès de Rennes, c'était pas un rabbin qui aurait dit Shema Israël ou Ivri Anochi. Là, il aurait été adoré par toute l'orthodoxie juive. Non.
Et ce n'était pas un sioniste non plus qui aurait dit devant ses juges « Nous rentrons en Eretz Israël, bonjour ». Non, c'était un soldat de l'armée française. D'ailleurs, c'est logique. Parce que dans l'état-major de l'armée française à l'époque, on n'introduisait pas des agitateurs révolutionnaires, on n'introduisait pas des rabbins et on n'introduisait pas des sionistes non plus. Il y avait une forme de discrimination scandaleuse qui faisait qu'on ne prenait que des officiers de l'armée française dans l'état-major de l'armée française. Et donc, ce qui s'est passé avec les Juifs, c'est que les divers courants idéologiques juifs ont projeté sur Dreyfus ce qu'ils auraient voulu qu'il soit. La gauche juive aurait voulu qu'il soit de gauche, avec une grande barbe et comme Jaurès. Les religieux auraient voulu qu'il soit religieux, bien entendu. Et les sionistes auraient adoré qu'il soit sioniste. Mais non, il était officier de l'armée française. Ça, c'est en ce qui concerne Dreyfus. Je vais ajouter encore divers points. Il était actif d'abord dans sa résistance. On a vu ici dans les images du film la double boucle et la palissade. C'était deux manières de le torturer sur l'île du Diable. La palissade empêchait l'air de passer, et donc il vivait dans des conditions de chaleur absolument insupportables. Et la double boucle, c'était pour le clouer sur son lit pendant la nuit. Et il a résisté. Pendant toute la période des interrogatoires, il a résisté à ce qu'on lui avait proposé. On lui a proposé « avoue ». Si tu avoues, ce sera beaucoup plus simple. On sera beaucoup plus gentil à ton égard. On comprendra pourquoi tu t'es laissé emporter par les Allemands. Et lui, il dit non, je suis innocent. Il n'avoue pas. Et sur l'île du Diable, il ne craque pas. À son retour, et c'est ça le plus important, à son retour, il participe à la lutte pour sa réhabilitation. À partir du moment où il commence à comprendre ce qui se passe, quand il est gracié à l'automne 1899, et là commence la grande bataille qui va durer jusqu'en 1906 pour la réhabilitation. Bataille juridique, bataille politique. Il en fait partie de cette bataille. Il est actif, il comprend ce qui se passe. Contrairement à tout ce qu'on dit, que Dreyfus n'aurait pas été Dreyfusard, etc., ce sont des aberrations. Une fois qu'il est réhabilité, et c'est ça le plus important, il donne son nom. Et il va le donner jusqu'à sa mort en 1935, parce que son nom est sollicité, d'une part, par toutes les associations juives possibles et imaginables. On veut avoir le capitaine Dreyfus dans le comité. Il donne son nom. C'est pas qu'il a honte ou qu'il a peur ou qu'il veut pas. Il donne son nom. Il n'est pas actif. C'est pas un activiste. C'est pas un Macher, disons. Ou c'est pas un politicien. Mais il donne son nom. Et il donne son nom aussi pour les causes de type humanitaire général. Et son nom apparaît à chaque fois, parce qu'on veut évidemment le nom du capitaine Dreyfus, on veut son nom, il donne son nom. Donc il est actif, il sait de quoi il s'agit, il sait de quoi il se passe. Bien entendu, il est silencieux, c'est un type silencieux. C'est pas un parleur, encore une fois, je répète cette phrase superbe de Reynac, il fallait un acteur et c'était un soldat. Bien sûr que c'était un soldat. Sinon, il ne serait pas rentré à l'état-major. Vous comprenez, c'est toute la logique profonde de l'affaire Dreyfus est qu'il s'agit d'un soldat et non pas d'un parleur. Et ça, on ne lui pardonnera pas. On ne lui pardonnera pas à l'intérieur du camp Dreyfusard. Et de là va naître une image absolument aberrante de Dreyfus qui n'aurait pas été Dreyfusard ou de Dreyfus qui n'a rien compris, qui est une image insultante, qui vient de chez nous, de l'intérieur. Pas ce que disent les méchants, pas ce que disent les antisémites, ce que nous disions nous. Et c'est ça qui est absolument inacceptable. Et ça s'étend, ça rayonne sur l'ensemble des Juifs de France et l'ensemble des Israélites français à la fin du XIXe siècle. Et là, la phrase de Badinter est absolument infernale. Il est parmi... j'ai fait la liste de toutes les attaques qui ont été portées de génération en génération contre les Israélites français à la fin du XIXe siècle. Badinter, c'est la pire. Il emploie le mot castration, ils se sont castrés. Or, voyons ce qu'ils ont fait vraiment. Et je vais le faire très rapidement, et ensuite j'aborderai la question du sionisme, où là aussi il y a des surprises. Là aussi il y a beaucoup de surprises. Alors d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait contre l'antisémitisme? Et je le résume très, très rapidement. On ne peut pas aller en justice à la fin du XIXe siècle parce que la France vient de découvrir la liberté de parole et la liberté d'expression avec la fameuse loi du 29 juillet 1881. Donc on ne peut pas aller en justice. Il n'y a pas encore la loi Marchandeau de 1939, il n'y a pas encore la loi Pleven de 1972, il n'y a pas les lois d'aujourd'hui. Même quand il y a les lois, d'ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça, c'est un autre problème, c'est une autre problématique. En tout cas, il n'y a pas les lois. Donc la voie
judiciaire est pratiquement fermé devant les Israélites français. Donc ils doivent trouver des alternatives et ils vont trouver deux alternatives fondamentales et je veux insister sur ces deux alternatives. L'une, c'est la contre-propagande. Et les Juifs français, les Israélites français vont se lancer en masse dans la contre-propagande. Il y a au moins autant de brochures et d'articles et de livres qui ont été publiés pour Dreyfus que des livres qui ont été publiés contre Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Au moins autant. Pour cela, il faut d'abord définir une stratégie. Et la stratégie des Israélites français est une stratégie très claire. Elle consiste à répandre l'idée selon laquelle l'antisémitisme est un danger pour tout le monde et pas simplement un danger pour les Juifs. C'est une idée à l'époque qui est neuve, c'est une idée qu'on retrouvera par la suite dans les années 20 et 30. C'est ce que M. Netanyahou a déclaré hier. Oui, absolument. Hier. Absolument. Quand on répand cette idée, et on comprend très bien pourquoi, les Juifs ne veulent pas que le combat contre l'antisémitisme se réduise à une bataille entre les Juifs et les antisémites. Ils veulent mobiliser les Français, ils veulent mobiliser l'opinion. D'ailleurs, les Juifs des autres pays font la même chose. Les Juifs allemands font la même chose au même moment. Maintenant, pour mobiliser l'ensemble de la population, il faut convaincre cette population que ce n'est pas simplement par compassion qu'il faut aider les Juifs parce qu'ils sont persécutés ou parce qu'on veut les persécuter, mais c'est aussi pour leur propre intérêt, parce que c'est la démocratie qui est mise en cause, parce que ce sont les principes de 1789 qui sont mis en cause. Et donc la stratégie est une stratégie globalisante, universalisante. C'est vrai pour toute minorité d'ailleurs qui se bat contre la persécution. On fait appel à des valeurs générales, à des valeurs humaines, à des valeurs globales. Mais le mode opératoire est communautaire. Et nous savons maintenant, Philippe Auriol et moi-même sont ceux qui avons le plus travaillé sur cette question, comment fonctionnait le comité de défense contre l'antisémitisme. En sont membres les dirigeants de la communauté juive de France, notamment Narcisse Leven, qui est le président de l'Alliance israélite universelle, et les chefs du consistoire. C'est un comité secret. Il est secret précisément parce qu'on veut accréditer l'idée que la bataille est universelle et non pas juive. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et on sait très bien comment ça fonctionne. Ça fonctionne tout simplement d'une manière secrète. Ce fameux comité ne révélera son existence qu'à de très rares occasions. Je n'ai pas le temps de développer ce point, c'est passionnant à observer. Et on va financer les journaux. Et on va financer les activités juridiques, on va financer les politiciens. C'est pas le lobby juif ? C'est pire que le lobby juif, c'est le syndicat. Pour les antisémites, le syndicat est une force absolument démoniaque, gigantesque, absolument sans limite, financée par Berlin, financée par... Bon. Le comité de défense contre l'antisémitisme dont je parle est financé uniquement par les Juifs. On sait d'ailleurs qui les finance. On sait aussi qui est chargé de répartir les fonds. Et Philippe Auriol a fait une étude très importante et très approfondie sur Bernard Lazare. Bernard Lazare est employé par le comité de défense contre l'antisémitisme pour faire l'interface, pour faire le lien avec les milieux prolétariens. Parce que les milieux prolétariens s'engagent dans la bataille. Vous savez que la bataille pour Dreyfus est une bataille qui va associer d'une part les milieux prolétariens et d'autre part la bourgeoisie éclairée. C'est ça, en gros, qui va faire la victoire. L'association des deux. Et Bernard Lazare est employé pour aider les journaux prolétariens, etc. Et en d'autres termes, il s'agit d'une structure. Et la structure est communautaire, elle est communautaire pure. Et donc, évidemment, quand on a une structure de ce type, on ne s'en vante pas. On ne s'en vante pas. Et quand les antisémites disent il y a un syndicat ou il y a un groupe juif qui travaille, on dit mais pensez-vous, c'est de l'antisémitisme, pensez-vous, c'est pas vrai. Un mot sur Clémenceau, au passage, que cite Badinter, qui n'a vraiment rien compris. Clémenceau dit les Juifs ne nous ont pas aidés. Mais bien sûr qu'il dit que les Juifs ne nous ont pas aidés. Parce que la meilleure façon de prouver que le syndicat n'existe pas, n'oubliez pas, les antisémites disent il y a un syndicat juif secret qui finance les activités pour Dreyfus. Quelle est la meilleure défense contre cette accusation ? C'est de dire les Juifs, pensez-vous, ils font rien. Et on trouve ça chez Clémenceau, et on trouve ça chez encore d'autres. Il y a même un qui va encore plus loin, Urbain Goyer, j'ai analysé ça, qui dit non, les vrais enjuivés, c'est les anti-Dreyfusards, c'est pas les Dreyfusards. Les vrais enjuivés, c'est un Dreyfusard, Urbain Goyer. Et il dit les enjuivés, ils sont là-bas. Bon.
il est évident que ce comité de défense contre l'antisémitisme reste secret. Ça va ouvrir la voie à des historiens, d'abord à des politiciens, ensuite à des historiens, génération après génération, plus stupides les uns que les autres, qui vont dire « où ils sont les Israélites français? On ne les voit pas. » Bien sûr qu'on ne les voit pas. Ils ont choisi qu'on ne les voit pas. Par choix stratégique. On peut discuter la validité de ce choix stratégique, mais c'est la conséquence d'un choix stratégique. C'est une décision. Alors, ça, c'est un point sur lequel j'ai insisté. Ce comité est très important. Il mène une grande part de la bataille contre l'antisémitisme et il mène aussi une grande part de la bataille pour Dreyfus. Pour la bataille pour Dreyfus, n'oublions pas Mathieu Dreyfus, bien entendu, n'oublions pas la famille, n'oublions pas les amis de la famille qui vont jouer un rôle fondamental aussi. Ne les oublions pas. N'oublions pas Bernard Lazare, bien sûr. Mais ce comité de défense contre l'antisémitisme qui représente la communauté juive de France, ses chefs, mène la bataille. Il y a un deuxième domaine dans lequel les Israélites français vont s'exprimer dans leur lutte contre l'antisémitisme et pour Dreyfus. C'est un domaine qu'on a totalement oublié. Les duels. À la fin du XIXe siècle, on se bat en duel quand on est insulté ou quand on considère que sa communauté est insultée. Et donc les Israélites français vont se battre en duel. Et il y a des appels, j'ai trouvé plein d'appels dans l'univers israélite, des appels à juifs, apprenez l'escrime. Et les juifs, on a beaucoup de témoignages sur la période, les juifs se préparent à l'escrime, et je vais citer ici un témoignage d'un antisémite que je cite très souvent, Raphaël Viau, c'est un journaliste qui travaille chez Drummond, dans le journal de Drummond. Et Raphaël Viau est connu et célèbre dans les milieux antisémites parce que c'est lui qui a eu le plus de duels avec des juifs. Il a eu 12 duels avec des juifs. Un de ces duels lui a percé la joue. C'est un lieutenant juif qui lui a percé la joue. Dans les duels, il y a des blessés, des blessés des deux côtés. Et Raphaël Viau dit dans ses mémoires, publiés quelques années après l'affaire Dreyfus, il dit « Quand on publiait un article antisémite dans la Libre Parole, nos épouses étaient inquiètes parce qu'à la suite de l'article antisémite qu'on publiait, il risquait d'y avoir deux bons hommes, deux officiers juifs, ou on n'a pas besoin d'être officier, qui viennent avec les cartes et qui mettent la carte. Et si on met la carte, il faut aller sur le pré. Et si on va sur le pré, on se met en duel, on ne sait jamais comment ça se termine. Le plus beau des duels, je résume, le plus beau des duels, c'est le duel de toute la série des jeunes Rothschild contre les antisémites. Et le plus beau de ces beaux duels, c'est Robert de Rothschild et le marquis de Lubersac. Le marquis de Lubersac l'a insulté, l'a traité de sale juif quand ils étaient lycéens. On ne peut pas se battre quand on est lycéen, il faut attendre d'avoir la majorité, c'est 21 ans. Le jour où ils ont la majorité l'un et l'autre, ils se battent en duel. Deux jeunes se sont entraînés, ils ont eu tout le temps de s'entraîner. C'est un duel absolument superbe. À la fin, c'est Rothschild qui gagne et qui embroche Lubersac. Le duel est couvert, comme c'est les Rothschild et tout ça, il est couvert par toute la presse. Il est couvert même par la presse aux États-Unis. J'ai trouvé plein de rapports dans les journaux américains sur le duel Lubersac-Rothschild. Il va disparaître de la mémoire collective juive. Il va disparaître de l'historiographie juive. Il va disparaître de notre perception de ce qu'étaient les Juifs de l'époque. Et je dis ça, je vais le dire même un peu méchamment, mais on a le droit d'être un peu méchant. Badinter, lui, s'il voyait l'épée, si on lui présente une épée de loin, il s'évanouit. Il s'évanouit. Il s'évanouit. Il est contre la peine de mort. Et donc, il voit une épée de loin, il s'évanouit. Il est par terre. Et il trouve le moyen de dire que les Israélites français de l'époque se sont même castrés au lieu de réagir frayèrement et couramment. Alors, je vois que ça t'a blessé, hein, ce mot-là. C'est vraiment. Oui, c'est quand tu m'avais envoyé à l'époque. À l'époque, tu m'avais envoyé le film. Ouais. Et je voudrais clore sur cette question. Les Israélites français sont des hommes et des femmes comme les autres. On les attaque, ils essayent de se défendre. Ils essayent de se défendre en employant les moyens qui sont à leur disposition. Il n'y a pas le moyen juridique, il est fermé à cause de la liberté d'expression et de la liberté de parole. Alors il y a le moyen de la contre-propagande, et selon une certaine stratégie, avec une certaine thématique, bien entendu, et aussi le duel, parce que le duel est ouvert à la fin du XIXe siècle. Et on se bat en duel. Simi, tu nous dois quelque chose maintenant sur l'affaire Dreyfus et le sionisme. Alors, deux choses très brèves. Pardon ?
je réponds maintenant. Il y avait déjà... Les gros travaux qui ont été faits sur le comité de défense ont été faits par Philippe Auriol et par moi, si vous voulez, par nous deux. Et ce n'était pas encore le cas en 96 ou 94. Oui, c'est 95. Il y avait déjà des éléments. Il y avait assez d'éléments, si vous voulez. Ce n'était pas encore des travaux constitués, vous voyez ce que je veux dire, mais il y avait assez d'éléments pour que quelqu'un qui prenne, qui fasse l'effort de regarder ce qui se passe, puisse arriver à une conclusion, au moins en tout cas plus modérée que ce qu'a été sa conclusion. Vous voyez, il y avait assez, disons, il y avait assez. Alors, sur le sionisme, deux choses assez courtes. Oui, brièvement. D'abord, j'ai pris, avant de venir ici, tout ce que l'univers israélite, c'est l'organe central du judaïsme français de la fin du XIXe siècle, écrit sur le sionisme dans l'année 1897, qui est l'année du premier congrès sioniste. C'est un journal très rébarbatif, il n'est pas agréable à lire, il n'y a pas de photos, etc. Mais il est très profond, il est très intéressant. Il y a 3 analyses très longues de l'État juif. Ils appellent ça l'État juif parce que le livre de Claude n'avait pas encore. Le livre de Claude n'était pas encore sorti. N'était pas encore sorti. Donc non, ils appellent. Plaisanterie, vous comprenez peut-être pas. Il y a eu une nouvelle traduction par Claude Klein que Auriol cite tout à l'heure, et Claude Klein a traduit comme il faut le traduire. Der Judenstaat, c'est-à-dire l'État des Juifs et pas l'État juif. Mais lorsque le livre est sorti en France, il s'est appelé en 1896. C'est appelé l'État juif. Et donc, il y a une analyse approfondie, pas forcément hostile, en 3 gros articles, signés Isaïe Levaillant. Isaïe Levaillant est à la fois le rédacteur en chef de l'univers israélite et c'est en même temps le secrétaire général du comité de défense contre l'antisémitisme, du comité souterrain. Il fait les deux à la fois. L'article n'est pas du tout hostile à l'égard du sionisme. Il pose toute une série de questions de est-ce que c'est faisable, quelle est la différence entre le nouveau sionisme, le sionisme de Herzl, et l'ancien sionisme, le sionisme des Chovevei Tzion, le sionisme d'il y a 20 ans, vous savez, le sionisme de la première alia, de construction maison par maison, village par village, etc., la première génération. Le journal israélite, l'univers israélite, donne systématiquement toutes les informations relatives au congrès sioniste de 1897. Il y a tout. Les résolutions, les groupes représentés, qui vient pas, qui vient, etc. Et après, il y a toute une série de débats. Dans le débat, et on peut le regarder, j'ai été frappé, il y a des pour et il y a des contre. Comme dans tous les pays, à la même époque, que ce soit en Pologne, que ce soit n'importe où, il y a des pour et il y a des contre. De ce point de vue-là, les Israélites français ne sont pas du tout différents des Juifs anglais ou des Juifs polonais. Il y a des pour et il y a des contre, c'est tout. Les présenter comme des gens qui étaient absolument hostiles au sionisme, c'est faux. Il y a même une interview du grand rabbin de France, Tzadok Kahn, qui dit évidemment, nous on n'a pas besoin, mais nos sympathies vont au sionisme. Et il y a évidemment toute l'activité qu'ils ont de soutien à tel et tel village. N'oubliez pas que c'est les Français, tel et tel village, ou le soutien au travail constructif, etc. C'est les Français qui ont créé la première école d'agriculture avec Fait Israël, etc. C'est Edmond Rothschild qui a sauvé la première alia. C'est Edmond Rothschild qui a sauvé la première alia qui était sur le point de s'écrouler, etc. Et encore une fois, donc, ce qu'a dit Philippe en citant Catherine Nicot, ça ne représente pas... Et un dernier point très court. Oui. Yves Guyot, un Dreyfusard, et ça je le cite très souvent, quand on ramène Dreyfus de l'île du Diable, on croit que c'est gagné, on le ramène pour qu'il soit jugé une deuxième fois, ça va être le procès de Rennes qui va être une catastrophe, mais on ne le sait pas, et donc on le ramène, et donc on croit que c'est gagné. Et Yves Guyot publie un très bel article dans Le Siècle, où il dit « on n'a plus besoin du sionisme ». Vous voyez, il y avait l'affaire Dreyfus. Maintenant, on ramène Dreyfus. Dreyfus va être jugé, et donc on espère à l'époque qu'il va être libéré, et il va être réhabilité. Et donc, vous voyez bien, on n'a plus besoin du sionisme. Et il a droit à une réponse de Max Nordau. Max Nordau, qui est, comme vous le savez, le second de Herzl. Et Max Nordau, très gentil, lui dit « on aime bien ce que vous avez fait, vous les Dreyfusards, bien entendu. Vous avez fait... Mais en quoi... la solution de l'affaire Dreyfus règle-t-elle le problème des millions de Juifs de Russie où il y a des pogroms? En quoi ça règle le problème du peuple juif dans son ensemble? Ça règle strictement rien. Un dernier point, mais en une seule phrase,
l'affaire Dreyfus a joué un rôle très important dans le sionisme occidental. Parce que pour des gens comme Nordau ou pour des gens comme Herzl, le fait qu'une telle affaire se fasse en France, qui était le premier pays qui ait accordé aux Juifs l'émancipation et l'égalité de droit, voici un siècle, c'est-à-dire un siècle auparavant, ça a joué un rôle dont Max Nordau va utiliser dans sa propagande. Max Nordau est le grand propagandiste. Ça peut arriver partout. C'est ça que ça veut dire. Oui, non. Ça veut dire que ça peut arriver partout. Ça arrive même dans les pays où il y a déjà depuis 100 ans, où les Juifs sont citoyens depuis 100 ans. Voilà. Ça peut arriver partout. C'est un thème qu'a repris il y a quelques années déjà Philippe Roth dans son livre The Plot Against America, le complot contre l'Amérique, que vous connaissez sans doute, où il imagine que les États-Unis deviennent un État antisémite et pro-nazi. Et en fait, ce n'était pas impossible, puisque Lindbergh, l'antisémite, aurait pu être élu président des États-Unis. Alors, c'est en fait le même. Philippe Roth n'était pas sioniste, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire ça peut arriver partout, même aux États-Unis. Et l'affaire Dreyfus, c'est ça. Ça peut arriver même en France. Vous vous rendez compte, en France, un truc pareil. Cela dit, malgré tout ce que tu es très convaincant, ce que tu as raconté, une génération plus tard, il y a un autre Français qui écrit un livre formidable qui s'appelle Le Juif errant est arrivé, que je vous conseille à tous de lire parce que c'est passionnant. C'est un des reportages les plus importants d'Albert Londres. Le Juif errant est arrivé, qui est un livre très favorable au sionisme. Et il écrit là-bas une page assez amusante où il dit « Je suis allé partout, en Samarie, en Judée, en Galilée, sur le Golan, partout, je suis allé partout. J'écris « Y a-t-il ici un Français ?» Alors j'ai rencontré partout, j'ai rencontré des Américains, j'ai rencontré des Anglais, j'ai rencontré des Italiens, j'ai rencontré des Hollandais, mais je n'ai rencontré, et le livre est de 1929, aucun Juif français. Alors ils étaient peut-être un peu sionistes après l'affaire Dreyfus, mais ils ne sont pas venus en Israël, ils ne sont pas venus en Palestine, les Juifs français. Il y en avait, justement, c'est ce qu'il raconte, Albert Londres. J'ai rencontré, il n'y avait pas des masses, mais il y avait quand même quelques Américains, quelques Anglais, quelques idéalistes sionistes venus de ces pays-là. De Français, j'en ai rencontré aucun en 1929. Vérifiez, il n'y en avait aucun. Merci. Je voudrais lire un passage d'un discours de Jacques Chirac en 2006. 2006, c'est un discours prononcé à l'école militaire, le 12 juillet 2006. Et que dit Chirac ? Chacun doit choisir son camp. Deux conceptions de l'individu et de la nation s'affrontent. D'un côté, il y a ceux pour qui la raison d'État, l'honneur de l'armée, doivent prévaloir sur toute autre considération, y compris les droits de l'homme. Pour eux, même innocents, Dreyfus doit rester coupable. Tout est bon pour l'abattre et à travers lui atteindre une république encore fragile. De l'autre côté, il y a ceux, comme votre arrière-grand-père, il y a ceux qui combattent au nom du droit fondamental de chaque personne à la justice. Ils considèrent qu'en reconnaissant l'erreur commise, en innocentant Dreyfus, la France se grandit. Et Chirac nomme un certain nombre de ces hommes. Il y a Clémenceau, il y a Zola, Anatole France, Léon Blum, Péguy, Bernard Lazare, Jaurès également, bien que, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin Jaurès, au début de l'affaire Dreyfus, a tenu quelques propos antisémites particulièrement gratinés. Enfin, ils étaient... Non, c'est parce qu'ils considéraient que Dreyfus était plus un bourgeois qu'un ouvrier, puisqu'en tant que socialiste... il parle de sale juif, il parle de sale juif quand même. C'était plutôt la classe sociale qui dénonçait en Dreyfus plus que l'État juif. Peut-être, je ne sais pas. Après, les socialistes se sont ralliés à la cause... Oui, bien sûr. Alors, en fait, vu d'Israël, il faut bien voir que vu d'Israël, l'affaire Dreyfus, c'est une histoire d'antisémitisme. Vu de France, pas du tout. Enfin, pas exclusivement. Vu de France, c'est une victoire de la République. C'est une victoire de la République. Oui, non, mais enfin, quand même, c'est le résultat. Le résultat, c'est que grâce aux intellectuels,
un mot nouveau qui est forgé à ce moment-là, grâce aux intellectuels, finalement, la République triomphe, n'est-ce pas? C'est pas simplement une histoire d'antisémitisme, c'est une bataille que Chirac décrit ici entre deux conceptions de l'État. C'est la même chose. Que la République triomphe et que l'antisémitisme perde, c'est la même chose. Oui, mais c'est précisément l'expression que Chirac utilisait et qui a été reprise par d'autres. Quand on s'attaque à un juif en France, on s'attaque à la République. Oui, mais... Oui. Enfin, c'est discutable, mais ce n'est pas le moment d'en discuter. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que nous avons ici le plaisir d'accueillir Martine Leblond-Zola, qui est l'arrière-petite-fille d'Émile Zola, et qui est vice-présidente de la maison Zola, musée Dreyfus. Il y a un musée Dreyfus dans la maison Zola. Enfin, oui, il est temps. Et alors je voudrais d'abord quand même, après le texte le plus important, c'est bien sûr le J'accuse, que je vous ai laissé regarder un petit peu. Je vous demande de me le rendre, hein, à l'occasion. Oui, parce que j'en ai qu'un seul exemplaire. Vous voudrez bien me le rendre à un moment ou un autre, hein, c'est pas urgent. Merci, c'est très gentil. En tout cas, je voudrais vous montrer quand même, ce texte est extraordinaire. Je me suis rendu compte que c'est un discours. C'est pas simplement un article de presse publié dans l'Aurore, lettre ouverte au président de la République, mais c'est un véritable discours. C'est écrit comme un discours. Et je vais vous montrer, parce que j'ai un extrait qui est de quelqu'un qui a lu ce texte en français. Montrer ce passage. Attendez, je vais mettre le son quand même. Je ne veux pas être complice, mes nuits seraient hantées par le spectre de l'idée. La vérité, je la dirai. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice, mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Que de gens que je connais qui, devant une guerre possible, tremblent d'angoisse en sachant dans quelles mains est la défense nationale. On s'épouvante devant le jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un sale juif. À tous ceux qui s'est agité là de démence et de sottise, de pratiques de basse police, d'inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d'État. Et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment dans la défaite du droit et de la simple probité. C'est un crime que d'avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse à la tête des nations libres et justes, lorsqu'on ourdit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur devant le monde entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions, de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine. Et c'est un crime enfin que de faire du sabre le Dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice. Ah oui, c'est un texte qui vraiment, c'est un discours. C'est pas simplement un article de journal, c'est un discours. Je vous donne la parole. Attendez, je vais essayer de passer ça. Vous préférez ce micro? Tac. Je peux commencer. Bonsoir, je suis très heureuse d'être en Israël à l'occasion de l'inauguration de la statue du capitaine Dreyfus. Et je voudrais naturellement féliciter Yael ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette statue qui est un grand symbole
de justice et de grande dignité humaine. J'ai été très émue de revoir dans le petit film que vous avez passé à l'occasion de l'inauguration de la statue avec Jacques Chirac, qui est présenté, parce que j'étais présente. Ah bon? Et oui, j'étais présente. Et on ne s'est pas rencontrés ce jour-là. J'étais émue de revoir Jean-Louis Lévy, votre oncle, Jean-Marc, Anne-Cécile et Yaël. Ça m'a fait plaisir, en même temps, bon, un peu de peine. Et j'ai aussi été émue de revoir votre père, Roland, Tim, qui est, non seulement il a fait la statue en hommage au capitaine Dreyfus, mais il a aussi illustré une édition complète des Rougon-Macquart dans l'édition du Cercle du Bibliophile. Non, c'est 18. C'est pas, non, c'est pas aussi nombreux, parce que c'est uniquement je crois que les Rougon-Macquart, je crois qu'il y a aussi d'autres. Mais alors, c'était pas vraiment de la caricature, c'était avec un trait très, très fin. Et dernièrement, dans le cadre d'une conférence que j'avais faite sur le cheval dans la mine, j'avais présenté dans mon diaporama, enfin bon, je dis diaporama, mais maintenant on dit un PowerPoint, hein, bon, le cheval qu'on remontait, que les mineurs remontaient de la fosse, et il avait réussi à capter l'œil, et c'était vraiment très expressif et sans caricature réellement. En fait, c'était très, très fin. Donc voilà, donc c'était déjà cela. Et puis, je suis toujours très émue de parler de Zola, parce que Zola, pour moi, c'est mon maître de morale. Voilà. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de parler du Zola et du sionisme. Bon, moi, il s'avère que je ne suis pas une historienne du sionisme. J'ai appris beaucoup avec M. Epstein. Je n'aurais pas cette aisance de discours. Bon, Philippe Auriol, je le connais mieux, c'est ça, mais enfin, j'ai beaucoup appris. Et c'est un sujet qui est très vaste, donc je ne vais pas trop m'aventurer. Ce que je vais faire, c'est comme on me demande de parler de Zola et du sionisme, je me suis basée sur une interview que Zola avait donnée à un journal juif autrichien, qui n'était pas le journal d'Herzl, qui était exactement Österreichische Wochenschrift, qui était daté du 16 février 1900. Alors, le mieux, c'est de donner la parole à Zola. Et après, je vais commenter en fonction de ce que je ressens sur Zola. Mais après, libre à vous de donner votre opinion, puisque chacun est libre de s'exprimer. Alors, je donne la parole à Zola, je pense que c'est la meilleure façon. Je ne peux parler du mouvement sioniste qu'en tant que spectateur de l'extérieur, et comme tel, je le trouve très utopique. Le sionisme me semble comme une sorte de croisade. Les Juifs de l'Europe occidentale se sont plus ou moins assimilés à leurs voisins, et dans leur mentalité, dans leur façon de penser, ils ressemblent beaucoup plus à leurs voisins français qu'à leurs corréligionnaires d'autres pays. Comment pouvez-vous espérer les unir tous ? En vérité, malgré certaines pressions sociales et politiques, la situation des Juifs dans les pays comme la France n'est pas malheureuse. Et après tout, ils sont français. Pour quelle raison s'en irait-il dans un pays désert d'Asie ? La religion ? Ils n'ont pas assez de foi pour s'embarquer pour une croisade par sentiment religieux. Quant à leurs sentiments nationaux, ils appartiennent à la France. La situation est la même dans d'autres pays. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse unifier un peuple composé d'éléments si divers, et cela en Asie. Ah oui, oui. On est en 1900. Hein. Ça a évolué. Hein. Je ne suis pas très bien renseigné sur la Palestine. Il dit ça, mais bon, ils ne sont pas très bien renseignés. Zola, c'était quand même déjà pas mal, parce qu'il avait quand même la réputation de quand même préparer tous ses livres en se renseignant, puisqu'il a été journaliste. Bon. J'avais bien l'intention, une fois, de faire un voyage en Palestine, d'y rester 3 mois et d'écrire 2 romans, dont l'un aurait lieu à l'époque de la fondation du christianisme et l'autre se passerait à l'époque actuelle
et dépeindrait la vie en Palestine des différentes sectes religieuses. J'ai parlé au peintre Tissot de mon projet. Il connaît très bien la Palestine, hein, et ayant peint beaucoup de paysages. Et il m'a déconseillé le voyage. Il m'a dit que c'est un pays désolé et abandonné et qu'il faudrait beaucoup de temps pour le rendre habitable. 1900. Hein. Or, je trouve très noble le sentiment qui vous inspire, le désir de créer un asile pour votre peuple. Je comprends fort bien aussi que les Juifs, placés dans des circonstances malheureuses, fassent des efforts pour améliorer leur situation. Et si cela était possible, j'approuverais pleinement votre projet. Mais est-ce une chose réalisable ? Quelque noble que soit le but que de faire immigrer dans un pays qui lui est complètement étranger un peuple de 8 à 10 millions d'hommes. Pourquoi les Juifs français et ceux qui se trouvent dans une situation semblable s'en iraient-ils partager dans un pays étranger le sort de leurs frères ? Même si on parvenait à rassembler tous les Juifs, que ressortirait-il d'un mélange si curieux ? Mais quelle langue vous unira ? Je ne pense pas que vous envisagiez de fonder une monarchie. Quel esprit faut-il pour transformer en peu de temps un désert en pays civilisé ? À des hommes comme moi, la création d'une nation juive fait l'effet d'une vieille légende. Une nation juive, une terre juive, la renaissance de la langue sacrée, toutes ces choses nous semblent un miracle. Alors le journaliste répliqua à Zola que les sionistes n'avaient pas l'intention de transporter en Palestine tous les juifs en même temps. Alors Zola répondit « Ah, ce que vous dites là est tout à fait autre chose. » Et de cette manière, en effet, vos projets seraient peut-être réalisables. Mais, ajoute-t-il, pensez-vous qu'une telle émigration apporte d'un seul coup la solution à la question juive ? Alors là, je coupe la parole à Zola, permettez-moi, mais cette phrase de Zola vraiment illustre son esprit visionnaire. Je répète la phrase parce que je trouve qu'elle est quand même d'actualité. Mais pensez-vous qu'une telle émigration apporte d'un seul coup la solution à la question juive ? Vous répondrez à Zola, j'espère, après mon intervention. Enfin, une des choses les plus intéressantes là-dedans, c'est qu'il utilise la formule question juive. Oui. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a une question juive. Oui, question juive. Oui, parce que... voilà, c'est ça. Alors, il continue. Je redonne la parole à Zola. Joindre et centraliser les divers efforts de colonisation. Créer un asile où tous les Juifs qui souffrent, il a conscience de ça, puissent trouver un foyer. Cela est en vérité une grande œuvre. Certes, beaucoup d'années passeront avant que votre but soit atteint. Il faut savoir attendre et il faut travailler. Je comprends les sentiments et les souvenirs historiques qui vous attachent à la Palestine, mais il vaudrait mieux que vous cherchiez un foyer en Afrique ou en Amérique. Vous parviendrez alors à réaliser vos aspirations dans un avenir qui n'est pas trop lointain. Ah, vous voyez, ce qui semble en fait fasciner Zola en 1900, c'est la Palestine religieuse. Mais en fait, ce mouvement ne lui inspire pas beaucoup d'enthousiasme et il est plein d'égards, de réserve à son égard. Car pour Zola, le sionisme est un mouvement d'inspiration nationaliste et Zola a toujours rêvé d'humanité à travers, par-dessus les frontières. Et là, je vais vous citer quelques phrases qu'il a écrites dans son œuvre. En 1896, dans Rome, Zola prône pour une humanité sans frontières, une patrie unique. Donc pour les Juifs, vous savez, on pourrait dire que c'est son premier J'accuse, le 16 février 1896, cet article qu'il publie dans Le Figaro en réaction à la libre parole qui a été créée par Drummond et à son livre La France juive. Bon, il ne cite jamais Drummond dans son article pour les Juifs, mais il prend parti pour les Juifs et il dit
pour les Juifs, nous en sommes à détruire les frontières, à arriver à la communauté des peuples. Et dans son rêve aussi, dans Justice, cette ébauche de textes, de manuscrits, après l'affaire Dreyfus, qu'il avait rassemblé pour faire son 4e évangile, qu'il n'a pas eu le temps de publier, il dit « L'humanité par-dessus les frontières, la grande patrie humaine ». Dans Rome, il ajoute « Dans combien de siècles et quel rêve ?» Vous voyez que Zola, en fait, adhère au patriotisme, enfin au sionisme humanitaire, qui est partisan du retour en Palestine, mais non pas forcément de la fondation d'un État. Zola le préfère au sionisme. Bon, il préfère ce sionisme humanitaire au sionisme politique mené par Herzl. Et là, il rejoint en quelque sorte Reinach, il rejoint aussi Bernard Lazare. Et Reinach disait même qu'il était hostile, il disait ni à Bâle ni à Jérusalem. Il craignait qu'on le remette en cause leur fidélité à la France. Alors, Zola, lui, considérait qu'il fallait intégrer les Juifs, en fait, et que les Juifs devaient s'intégrer, et qu'ainsi, ils s'intégreront. Et il écrit Pour les Juifs, c'est l'antisémitisme qui crée la question juive, et du même coup travaille à la conservation du peuple juif. Embrasser les Juifs pour les confondre en nous, dit-il aux antisémites, pousser au mariage, remettre aux enfants le soin de réconcilier les peuples, et les pères, et là seulement est l'œuvre d'unité, l'œuvre humaine et libératrice. Il y avait déjà la notion du vivre ensemble. Alors cette pensée qu'il donne, en fait, cette œuvre qu'il annonce Pour les Juifs en 1896, il va la traduire dans son roman Vérité, qui est le roman après l'affaire Dreyfus, et où les descendants de Simon sont mêlés à ceux de Marc. Et il ajoute, c'était les 4 générations, tous ceux qui avaient poussé du sang de l'innocent, mêlé au sang des justiciers. Alors, vous voyez, c'était cette unité, elle voulait qu'il y ait une patrie humaine. Et en fait, on comprend fort bien sa première réaction à la solution séparatiste proposée par le sionisme, parce que celui-ci, pour Zola, vous verrez après, celui-ci semblait donner raison à l'antisémitisme. Les Juifs sont une nation à part, et c'est faire son jeu. Alors l'antisémite dit qui s'en aille, et puis le sioniste dit allons-nous-en. Et Zola, lui, qui était un homme de combat, en fait, c'était un résistant, il ne voulait rien lâcher et il restait au combat. Mais il comprenait en même temps, l'état des Juifs qui se sentaient malheureux, opprimés, persécutés, qui voulaient fuir parce que c'est tout un combat. Et il se disait pour lui, des Juifs comme ça qui quitteraient leur pays, seule la religion pourrait déraciner le Juif occidental, en fait. Mais Zola constate que le Juif occidental, c'est Zola qui constate, qu'il n'a pas assez de foi, qu'il s'est déjudaïsé, voyez-vous. Et encore, je fais référence à cet article Pour les Juifs, qui est très, très important, parce que j'accuse, c'est plus l'affaire Dreyfus. Vraiment, en 1896, on a toujours dit qu'on a reproché à Zola de s'être engagé dans l'affaire Dreyfus fin 97, parce que c'est, Schreier-Kessner, tout le monde lui a apporté les preuves de l'innocence de Dreyfus, mais déjà en février 96, il avait vraiment notion de la persécution que les Juifs avaient. Et c'est pour ça que je fais beaucoup référence à cet article, puisqu'on parle plus des Juifs que de... Et il dit qu'on laisse les Juifs s'intégrer dans la société telle qu'elle est, qu'on laisse travailler un capitaliste doué, qu'il faut imiter plutôt qu'injurier dans une société où tout le monde est libre de faire fortune à la bourse. Le champ est libre. Dans cet article, il y a... Alors, il y a... Mais c'est l'abbé Grégoire disait cela déjà en 1789. Oui, mais parce que il voulait le vivre ensemble, on dirait maintenant. Vous voyez, donc il considérait que tout le monde devait vivre ensemble et tout le monde devait se tolérer et s'accepter. Voilà. Et alors, dans son
dans son article pour les Juifs, on sent déjà qu'il y a une crainte, c'est la passion religieuse. C'est là, je voudrais suivre mon fil conducteur. Oui. Et il y revient à plusieurs reprises dans pour les Juifs. Alors, il dit... l'antisémitisme, c'est une absurdité, une passion de quelques cerveaux fumeux. Il ajoute aussi que la campagne contre l'antisémitisme est une entreprise qui est faite par une poignée de fous. Voyez, et dans vérité, il se rend compte qu'en fait, c'est une campagne qui est soutenue et exploitée par l'Église catholique. Puisqu'il dit, seule l'Église catholique avait utilisé, en l'exaspérant, l'antisémisme imbécile et farouche pour ramener à elle le peuple incrédule. Et Zola explique l'étendue et la force de l'antisémitisme chrétien qui s'était manifesté au cours de l'affaire Dreyfus. Et dans vérité, alors il déclare... la disparition des églises et la fin de toutes les guerres religieuses. Zola, donc, cherche... Amen, voilà. Amen. Voilà, non, mais ça, c'est aussi... Zola est à la fin de sa vie, il a vu beaucoup de combats, et pour lui, la disparition des églises et la fin de toutes les guerres religieuses. Bon, plus d'églises, plus d'antisémitisme. Bon, ça, c'était bien beau. Et, voilà. Alors donc, en fait, chez Zola, il y a une vision optimisme de la France, de l'espèce humaine. Et puis, vu... il émanait du siècle des Lumières, de la Révolution. Il faut dire que je pense que Herzl, là je ne suis pas une spécialiste de Herzl, mais au moment de l'affaire Dreyfus, il avait plus confiance en la France et en la Révolution française qui avait accepté en fait les Juifs comme des citoyens. Et Zola, lui, considérait que la France, c'était la France. C'est pour ça que vous dites que l'affaire Dreyfus, c'était aussi pour les Français la victoire de la République, mais c'était aussi question juive, parce que Zola est intervenu dans l'affaire Dreyfus pour défendre la République, défendre l'honneur de la France, l'honneur de la République, mais aussi, c'est parce qu'il a considéré que Dreyfus était un juif et qu'il était quelqu'un de persécuté. Parce que Zola était un humaniste. Et c'est ce qu'on voit en fait dans Zola, et je vais finir comme ça, parce que j'ai gribouillé des choses tout à l'heure, que en fait Zola, c'est c'est ce message que je vais vous faire porter, peut-être un message d'espérance, parce que si on ne vit pas d'espoir, on se jette par la fenêtre, on lâche tout. On peut pas, c'est fermé. Non, c'est fermé. Mais enfin, je veux dire qu'il faut... Donc Zola, je vous incite à lire Zola, parce que c'est un maître d'espérance, c'est un combat de la paix. Et pour Zola, en fait, il est moins... il n'est pas pour l'élimination des nations, c'est pas ça en fait. Mais ce qu'il redoute, c'est la guerre entre nations. Et ce qu'il recherche, lui, c'est la paix entre les peuples. Et c'est cette vision optimisme, parce qu'on sait encore maintenant, et c'est d'actualité, que le nationalisme conduit à la guerre. C'est pour ça qu'en fait, pour lui, le sionisme, c'était une forme de nationalisme. Enfin, c'était pas un spécialiste du sionisme, il le savait très bien. Mais il faut dire que c'était la morale de Zola, et on le dit encore, que le nationalisme, et on le voit maintenant avec tous ces nationalistes, qui voient ce populisme qu'on vit à l'heure actuelle, et c'est différent du patriotisme, parce qu'on parle, comme Zola dans Rome, il disait une humanité sans frontières, une patrie unique. Vous voyez, donc c'est pour le patriotisme. Et je voudrais finir par ma phrase que j'ai écrite tout à l'heure. Zola a mis son œuvre et sa personne au service de la justice et de la liberté, du droit des pauvres, convaincu qu'il ne saurait y avoir de bonheur sans fraternité. Je vous souhaite qu'une fraternité. Martine, merci, c'était superbe et très éclairant, évidemment. Voilà. On en a parlé un moment tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que Zola était un métèque. Oui, on le traitait de métèque pendant l'affaire Dreyfus. C'était un Italien jusqu'à 21 ans. Il est devenu français qu'à 21 ans. Il a été en quelque sorte, il a reçu le même sort que les Juifs en 1791. Il a une sorte d'intégration
d'émancipation. Il a été émancipé, Et Zola. vous savez que dans le musée Dreyfus, là, on est Oui. en pleine réalisation et on débute que Zola était un fils d'immigrés juifs, Oui. Ah, non, pas juif, italien. Et puis, oui, vous voyez, hein. Et puis Dreyfus, un juif, vous voyez. Donc Oui. et après, on veut ouvrir à la fin pour une communauté. Enfin, il faut vivre Oui, l'espoir. c'est très bien, mais il y a une réponse. Une espèce de fraternité, en fait, Chère Martine, il y a une et de réponse. respect et de la tolérance, et du respect de l'autre sans extrémisme. Voilà. Il est bon d'entendre vos propos, mais la réponse actuelle, Ah oui, bien la sûr. dernière réponse à ce que vous venez de nous dire, c'est un livre que je viens de lire de la sociologue Dominique Schnapper, que vous connaissez sans Ah oui, doute, oui, et qui est un mémoire livre de la Fondation assez désespérant, puisqu'elle fait le constat de l'impossibilité ou de la très grande difficulté, ou en tout cas de l'échec de l'intégration et de l'assimilation. Pas seulement pour les Juifs, de manière générale, et elle parle non seulement de la société française, mais de toutes les sociétés européennes. Ça ne marche pas. Non, il faut. Oui, non, mais il faut, vous avez raison, il faut continuer. Il faut combattre. Il faut qu'on oui. on est tous responsables individuellement. Certes, mais la Et réalité... si on part d'un échec, on ne peut pas y arriver. On Mais est la les réalité. frères. Et je pense qu'il faut... Là, c'est pas un passage de vivre ensemble. C'est comme l'écologie où chacun doit avoir un geste écologiste. C'est la même chose pour la fraternité. Moi, je ne suis pas sur l'échec. Il faut avoir une espérance et aimer son voisin, quel qu'il soit. Je vous aime, je vous aime. Fraternité. Je vous aime, nous vous aimons. Et Et je demande à Yael de venir maintenant voilà. pour vraiment la fin de cette rencontre, mais c'est une fin obligée, c'est le chapitre des remerciements. Voilà. Restez avec nous encore un instant, restez avec nous parce qu'il faut entendre les remerciements. Il y a beaucoup de monde à remercier pour pas seulement pour cette soirée, mais pour tout ce qui s'est passé hier et pour la venue de la statue du capitaine. Alors, je voudrais remercier tous nos intervenants qui nous ont permis d'avoir des débats de grande qualité. Qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui, d'assister à des débats de grande qualité. Je voudrais remercier aussi Roland Mittelberg qui est venu, le fils de Tim. Et donc, je voudrais remercier, comme je disais, nos intervenants, Philippe Val, Michel Kichka, Joël Kotek, Simon Epstein et Martine Leblon-Zola, qui sont venus jusqu'à Tel Aviv pour participer à ces 2 tables rondes. Je voudrais aussi remercier à nouveau mon frère Jean-Marc Perle, ma cousine Anne-Cécile Oisana, mes cousines Evelyne Pantier et Sylvie Calzaroni, qui sont venues avec le fils de Sylvie, Sylvain. Et voilà, ainsi que tous les autres membres de la famille, de leur présence ici ce soir. Voilà. Je voudrais aussi remercier, je terminerai en remerciant ici tous ceux grâce auxquels la statue et les tables rondes ont pu se concrétiser. Tout d'abord, la Fondation Davida. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris hier soir la disparition brutale de Samuel Adida. Et je voudrais exprimer mes sincères condoléances et ma profonde sympathie à toute sa famille, et particulièrement à mon ami Victor Adida, son frère. Je remercie également le ministère de la Culture français, le CNAP, la ville de Paris, la ville de Tel Aviv, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation Rothschild, la Fondation France-Israël, mes amis américains Lorraine et Martine Beitler, de même que l'ambassade de France en Israël et l'Institut culturel français. Je voudrais enfin terminer par une phrase que j'aime beaucoup en fait d'Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus disait toujours qu'il se consolait en pensant que l'iniquité dont il avait si prodigieusement souffert aura servi la cause de l'humanité et développé le sentiment de solidarité humaine. Donc je voudrais terminer ce colloque et toutes ces célébrations en pensant que puisse le souvenir de cette tragédie nous éclairer pour assurer le triomphe du droit et de la justice sur les forces aveugles de l'intolérance, pour rejoindre le sujet des caricatures de tout à l'heure et de l'antisémitisme. Ainsi soit-il. Voilà. Merci à tous. Merci.